Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8, le journal Le Point sur l'information, l'actualité locale. Voici les titres que nous allons développer en ce 2 septembre. Plus de 300 000 élèves du public et du privé de retour à l'école, de la maternelle au lycée dans le département. Les effectifs sont en hausse pour cette rentrée. Sur fond de réorganisation des rythmes, nous ferons le point avec notre invité Jean-Michel Coignard, le directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département. Alors que les élèves reprennent les cours en coulisses, l'heure est à la polémique. Valérie Pécresse, principale opposante à Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, accuse ce dernier de ne pas financer suffisamment les lycées. Si certains sites touristiques dans le département dressent un bon bilan de cet été, les activités extérieures ont en revanche souffert du mauvais temps. Nous faisons un point complet ce soir. L'actualité aujourd'hui, 2 septembre, c'est bien sûr cette nouveauté qu'ont découvert les élèves, les fameux TAP, les TAP. Comprenez les temps d'activité périscolaire. C'est l'autre versant du réaménagement des horaires d'école, ces moments dégagés dans la journée pour permettre aux élèves de pratiquer un sport, un loisir ou de travailler leurs leçons avec des animateurs compétents. Les villes sont libres de proposer les activités de leur choix. Certaines font du zèle, pour d'autres, c'est service minimum. Qu'ont fait vos enfants aujourd'hui dans ces fameux TAP? Réponse à la sortie des écoles de Guyancourt et de la Verrière. Micro-trottoir signé Elodie Moine et William L. On peut aller à la bibliothèque ou aller faire des jeux dans une salle polyvalente. On pouvait rentrer à l'intérieur, comme des activités de tous les jours. Et on a joué dans la cour. Au niveau de l'organisation, forcément, la première semaine, voilà, on favorise plus la sécurité que l'animation. Et puis ça va se mettre en place au fur et à mesure des jours. On va faire de l'informatique. Peut-être on va faire un site. Du jardinage. Du sport. Avec des ordinateurs. De la boxe. Et du hockey. Des activités pour faire des dessins sur Internet. Du jardinage. Je reçois ce soir Jean-Michel Coignard. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département des Yvelines. C'était la rentrée ce matin pour vous. Également, on va évoquer les grands dossiers qui attendent l'éducation nationale. Quels sont les enjeux de cette année avec vous? Mais tout d'abord, cette question des temps d'activité périscolaire. On constate qu'en fonction des communes, c'est un peu le grand écart. Certaines proposent le strict minimum, d'autres proposent beaucoup. Vous ne vous dites pas que l'éducation nationale, qui ne doit pas gérer ces temps, ça dépend des villes, mais que l'éducation nationale est passée à côté de quelque chose? Il aurait fallu qu'elle soit plus impliquée pour les TAP? Non, vous avez raison, c'est leur compétence en l'état de la réglementation. En revanche, il faut tout de suite ajouter quelque chose. 2 points. Le premier, c'est qu'en effet, à l'image du reportage, on centre les activités lorsqu'elles sont là essentiellement sur les arts, la culture, l'environnement, la citoyenneté, le numérique. Donc c'était présent dès le début, ces préoccupations. La deuxième chose aussi, pour présenter un peu la rentrée sur 240 communes avec école, c'est qu'on a reçu presque 100, je crois qu'on est à 98 projets éducatifs territoriaux. Et dans ces projets éducatifs territoriaux, on détaille les activités proposées par les communes. Et là, on retrouve en effet un panel très large dans le cadre des généralités que je viens de donner. Et pour les communes qui font de la résistance, qui ne veulent rien proposer pour marquer leur désapprobation de cette réforme, on peut citer la ville d'Elancourt. Le maire l'a dit et répété avant la rentrée. Il n'y aura rien de proposé, si ce n'est de la garderie pour convenir aux emplois du temps des parents. La consigne a été passée auprès des enseignants aussi, ça s'est vérifié sur le terrain aujourd'hui. C'est de la garderie. Là, vous dites quoi au maire d'Elancourt, par exemple? On est sur autre chose. Je pense qu'il y a des moments dans l'histoire que ça ne va pas se faire en 3 jours. Je me souviens que la mairie d'Elancourt souhaitait développer des activités numériques autour du numérique entre midi et 2 et peut-être le soir. Donc, les activités sont peut-être pas montables tout de suite dans le contexte dans lequel se situe la commune, mais il y a bon espoir que ces temps peut-être bougent et puis soient occupés de manière nouvelle. On va écouter Ici justement comme ailleurs. le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Lui parle même d'une mobilisation dans une quinzaine de jours. Il fera le point avec les maires membres de son collectif anti-réforme. Il y a 700 maires en tout qui composent ce collectif. Voici ce qu'ils pensent toujours des rythmes scolaires. Cette réforme, 1 milliard, elle va coûter au pays, si vous faites rien en plus de la garderie, et si vous faites quelque chose, elle va coûter 2 milliards. Donc entre 1 et 2 milliards. On n'a pas les moyens aujourd'hui, avec la baisse des moyens, la baisse des dépenses publiques, de soutenir une réforme en plus qui n'a absolument pas fait ses preuves. Nous demanderons de toute façon la suspension de cette réforme
soit sous la forme d'un moratoire, soit sous la forme de ce qu'on appelle le libre choix. C'est-à-dire que les maires qui ont envie d'y aller, on le redemandera, sinon on proposera une grève générale. Obliger un maire à prendre des risques et à engager sa responsabilité sans lui donner les moyens, sans lui donner les effectifs et sans lui donner en plus le contenu pédagogique, parce que vous remarquerez, il y aurait eu un contenu pédagogique homologué par l'éducation sur l'État quand même. C'est à nous d'inventer maintenant. Alors bon, moi à la limite j'ai des tablettes, j'ai une infrastructure assez importante, mais le maire qui connaît pas l'éducation nationale, je sais pas, qui était médecin, qu'est-ce que vous voulez qu'il se mette à créer du contenu pédagogique? Donc c'est insensé cette réforme. C'est insensé cette réforme. Bon, c'est un sujet national là, qui est abordé par le maire d'Elancourt. Non, c'est pas une réforme insensée du tout, parce que ce qui est dit là, c'est une partie des choses. Et cette partie, c'est justement celle qui relève de la compétence des collectivités territoriales, c'est quelle est l'offre péri-éducative, périscolaire, au sein d'une commune ou d'une intercommunalité. Donc, en effet, peut-être il y a des questions à trancher au niveau national, autant en termes de politique d'accompagnement de l'État plus globale, qui irait de la crèche finalement jusqu'aux adolescents. Donc une réflexion sur le contenu, mais une réforme à la carte aussi. Par exemple, c'est ce qui a été évoqué par le maire d'Elancourt. Les communes qui veulent, ok. Les communes qui ne veulent pas, non. Alors ensuite, justement, elles ont déjà la compétence de diriger leur politique dans ce secteur. Mais moi, je crois vraiment que ça appelle plutôt une réflexion nationale sur la politique d'accompagnement de l'État et par exemple de la CNAF sur les activités proposées dans les territoires de type encadrement large, périscolaire, comprenant depuis la crèche aux ados. En revanche, ce que je tiens à dire, c'est que non, il y a autre chose qu'il faut voir. C'est quand on est du côté éducation, ce que je constate moi, c'est qu'on a tout un sujet sur le fait que les élèves vont être présents en classe 5 matinées, semaines. Et ça, c'est ce qui dépend de l'éducation nationale. Pour le voilà, coup, mais moi, c'est plutôt mon sujet. C'est pour ça que effectivement, ce qui dépend de vous. Et aujourd'hui, toutes les communes ont décidé de s'y plier. Il n'y a pas de résistance à l'ouverture des écoles. Dans l'Essonne, par exemple, dans la commune de Nicolas Dupont-Aignan, il a déjà annoncé, il a déjà commencé à mettre en place des cadenas sur certaines grilles d'école pour signifier que ce serait fermé mercredi matin. Les enseignants ne pourront pas rentrer, ni les élèves. Alors on n'est pas là dans les Yvelines. Non, voilà, j'ai deux choses à dire. Et d'ailleurs, je le fais depuis l'après-rentrée là. C'est saluer la responsabilité des acteurs dans le département, et notamment les maires. On s'est beaucoup vu. Je connais bien le maire d'Elancourt comme d'autres maires. Au-delà des prises de position, on vient d'en entendre une. L'ensemble des responsables, eh bien, ont fait ce qu'on a attendu. Ils ont pris leurs responsabilités. On m'a dit bien des fois, nous ne prendrons pas en otage les enfants de notre commune. Même si on est contre la réforme, en tout cas dans les écoles, et on laisse les enseignants. On a bien fait la distinction entre les deux. Puis j'ai une deuxième chose à dire qui est plutôt d'ordre plus personnel, et venant en même temps de quelqu'un qui est responsable dans l'éducation nationale. Je trouve que l'image d'un cadenas, donc de la fermeture sur une école, dans un contexte qui est discutable, rationalisable et sur lequel l'histoire n'est pas encore totalement écrite, c'est une image que la République ne peut pas tolérer. La réforme, pas forcément évidente à mettre en place sur le terrain, c'est ce que nous a confié également le recteur de l'Académie de Versailles que nous avons rencontré cette semaine. Ça n'était pas facile pour les communes qui avaient des organisations importantes d'activités extrascolaires le mercredi matin, qui avaient une autre organisation pour accueillir les élèves, de restructurer leur dispositif puisque les élèves étaient à l'école le mercredi matin. Donc elles ont plutôt fait preuve de très très bonne volonté. Elles ont souhaité, pour la plupart, avoir des activités périéducatives dans le domaine sportif, culturel et autres, qui s'articulent avec l'enseignement désormais organisé sur un temps un peu différent et un peu décompressé pour que les élèves puissent mieux apprendre. La réforme des rythmes scolaires est là, elle est en place. Il y aura par la suite des points d'étape, des bilans qui seront faits pour au moins remonter sur le terrain concrètement comment ça se passe. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit efficace. Oui, absolument. Alors déjà, je confirme les propos qu'on vient d'entendre. Je suis allé aux Essarts-le-Roi, je suis allé à Saint-Germain, on est allé au Mureau, on est allé à HR. Dans la vraie vie de tous les jours, en effet, on a vu des gens s'activer pour proposer des scénarios tout de suite. Donc aux Essarts, par exemple, à l'heure de fin, c'est un système tournant avec 1h30 de tape, à l'heure de fin, j'ai assisté à la prise en charge, déjà efficace, par les animateurs, avec les enseignants qui connaissaient parfaitement le dispositif. Donc voilà, donc pour l'activité. Et sur le bilan alors, sur le bilan, nécessairement, on va activer une évaluation. Pourquoi nécessairement ? Parce qu'il faut rappeler que presque la moitié des communes du département a déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif territorial. 20% des communes du département ont déposé un projet éducatif terri
Et pour une part, ils l'ont fait parce qu'ils expérimentent quelque chose, ils dérogent. Notamment, il y a tous ceux qui dérogent au rythme initial dit décret Payon et qui offrent une après-midi entière d'activité par semaine. Ceux-là, on les évaluera nécessairement avec eux. Deuxième point, nous avons appelé tous les élus, qu'ils aient de l'expérience ou pas depuis 1 an, ou qu'ils démarrent, à continuer un comité de suivi localement auquel nous nous rendrons. Et puis enfin, au plan départemental, on a un bon comité de suivi avec des représentants de tous les partenaires. Nous le maintiendrons et nous continuerons à éditer des fiches d'évaluation pour essayer de guider la démarche dans les communes. Et concernant les rythmes scolaires sur notre antenne, ce mardi soir, le 7-8 Société, présenté par Catherine Zulato, qui fait sa rentrée, différents intervenants qui débattront du bien fondé ou non de cette réforme. La rentrée scolaire, 302 624 élèves dans le département des Yvelines, c'est plus que l'année dernière. Il y a plus d'effectifs cette année. Ça pousse, donc j'ai toujours plaisir à venir sur votre plateau pour, depuis quelques années au moins, dire que voilà, on est en évolution démographique continue, positive. Donc on ouvre des classes ? Légèrement positive. On ouvre des classes, on le fait traditionnellement avant que l'année scolaire ne commence, puis là, comme vous l'avez constaté, on continue d'ouvrir des classes, plus qu'on en ferme. Les ajustements sont en cours. J'ai déjà ouvert une quinzaine de classes pour la rentrée du jour. Et puis je continue là, parce qu'il y a quelques cas encore dans le département. On va parler des effectifs, parce qu'il faut des enseignants derrière ces classes. Ce sera dans un instant. Tout d'abord, sur les moyens qui sont alloués à l'éducation. On parle de moyens supplémentaires avec la mise en place des REP+, les réseaux d'éducation prioritaires. Cela concerne Trappes, les Mureaux, Mantes-la-Jolie aussi, par exemple. Ça consiste en quoi ? C'est un vrai enjeu pour le département des Yvelines, parce qu'on a la moitié des nouvelles éducations prioritaires de toute l'Académie de Versailles. Alors, en quoi ça consiste ? On renforce au maximum le travail des enseignants pour faire réussir davantage les élèves. Pour faire ça, on les décharge davantage, on leur permet une formation qui va jusqu'à 9 jours dans l'année, et puis on réorganise l'ensemble des dispositifs, des projets, des réseaux, notamment. Alors ces REP+, est-ce que ça va permettre en tout cas de sortir de ce mauvais classement pour la France dans le système PISA, le niveau d'évaluation des élèves de 15 ans de 65 pays, et la France y figure à la 25e place. Le directeur allemand de l'éducation de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE pour faire simple, dit que l'école française est la plus inégalitaire au monde. C'est très sévère. Oui, ça fait un moment que ça dure. Il va encore redire récemment. Bon, mais ça c'est le résultat. Pour autant, il ne faut pas oublier tous les efforts qui sont faits et ce qu'on jugule malgré tout. Du point de vue des inégalités. Là, l'espoir qu'on a avec les nouveaux dispositifs de ces dernières années, qui en fait remontent au-delà de 2010-2012, certaines choses ont été essayées dans les années 90 dans l'éducation prioritaire. Ce qu'on espère, c'est vraiment appuyer là où on sait qu'on a du résultat supplémentaire, les mises en groupe plus petits, ce sont les dispositifs plus de maîtres que de classes dans certaines écoles, la prise en charge beaucoup plus tôt et de manière appropriée des moins de 3 ans, et puis un certain nombre d'autres facteurs qui vont faire que les enseignants vont y rester un peu plus longtemps, espère-t-on, moins de turnover, et puis qu'on acquiert les fondamentaux de manière plus efficace. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain que peut-être PISA mettra la France au top, mais la conscience de ce problème dans le pays grandit, et les efforts historiques qui sont faits doivent nous permettre de gagner du terrain. Alors ça passe bien évidemment par aussi un nombre suffisant d'enseignants et puis des enseignants bien formés, parce que là aussi c'est même encore plus important que le nombre, encore faut-il la qualité. Il y a des nouveaux professeurs qui sont arrivés dans le département, ils ont vécu eux aussi leur premier jour de classe. On va retrouver Emmanuelle, c'est une enseignante à Montigny-le Bretonneux, vous l'avez déjà découvert si vous nous suiviez hier sur cette antenne, en train de préparer sa classe. Aujourd'hui elle était face aux élèves et elle fait le bilan. La rentrée scolaire a sonné. Ce matin, ils étaient 302 624 enfants à retrouver les bancs de l'école dans les départements. Un grand jour pour tous les écoliers, mais aussi pour Emmanuelle Delorge. Elle entame sa première année en tant que professeure des écoles à l'établissement Marie-Noël de Montigny. Est-ce qu'elle va à l'étude ou pas ce soir? Non, pas ce soir, d'accord. Clara, tu peux t'asseoir, il y a le plan de classe qui est affiché au tableau. Emmanuelle aura à sa charge 25 élèves de CM2. Cette année, elle est encore stagiaire. Son temps sera réparti entre l'enseignement et une formation universitaire. Le reste de la semaine, les enfants auront classe avec Valérie Lopez, la directrice. Donc je suis quand même dans l'école. Madame Delorge prend ma suite le jeudi et le vendredi et on fera un mercredi sur 2. Aujourd'hui, elle donne cours exceptionnellement à 2. Elena, une assistante de vie scolaire, les épaulera également au quotidien. Elle aura à sa charge 2 enfants avec un handicap léger. J'ai trouvé ça vraiment très bien.
qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner, pour les aider à écrire, à comprendre des choses, pour qu'ils puissent participer vraiment dans la classe comme les autres. Ce matin, la classe a fait connaissance, un premier échange réussi. Pour Emmanuel, c'est le début d'une carrière synonyme de passion. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment le contact avec les enfants. J'aime leur spontanéité. Je les trouve assez motivés par rapport, on va dire, aux plus grands souvent qui sont en collège, lycée. Sinon j'aimais plein de choses dans la vie. J'aimais tout ce qui touche à la psychologie. J'aimais les langues étrangères. J'aimais la lecture. Voilà, j'adorais aussi les enfants, bien sûr. Et j'ai trouvé que ce métier regroupait un petit peu tout. Le baptême du feu est passé. Emmanuel entame aujourd'hui sa vie d'enseignante. On vient de voir une enseignante qui se dit elle-même passionnée. On entend aussi souvent pointer du doigt l'éducation nationale parce que les enseignants ne sont pas assez formés à la gestion de classe. Là aussi, c'est un constat qui est fait par l'OCDE dont on parlait tout à l'heure avec ce classement PISA. Est-ce qu'il y a un enseignement, un encadrement particulier pour ces enseignants? On leur apprend à gérer. La passion ne fait pas tout. Il faut savoir transmettre aussi son savoir. Oui, tout à fait. Donc déjà, dire qu'ils sont 340 comme Emmanuel dans le département des Yvelines, et ils sont 340 justement avec une nouvelle approche, puisque c'est la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Donc à partir de nos sites universitaires, en effet, à mi-temps comme on l'a entendu, ils vont être pris en charge dans ces écoles, dans ces sites universitaires, et à mi-temps, ils sont en classe. Donc on espère en effet qu'il y a un aller-retour sur la question de la gestion de classe, puisqu'ils seront quand même à mi-temps en classe. Ils vont en tirer des enseignements, ils vont poser des questions, et on sera là pour leur répondre à la fois avec des universitaires qui leur donneront un master à l'arrivée de cette année, et en même temps des enseignants, des inspecteurs qui les encadreront, qui feront les allées-venues entre le terrain, comme on dit, et l'université. Donc on a bon espoir d'améliorer cette prise en charge. Oui. Un dernier mot sur les effectifs, juste dans les syndicats dans les Yvelines qui disent que la balance est déficitaire en matière de postes. Par exemple, il n'y avait pas assez de volontaires, en tout cas de candidats sur les différents concours. Du coup, il n'y a pas assez de professeurs et des classes sont surchargées. C'est une réalité aujourd'hui ? Oui, c'est la rentrée, donc on va être positif davantage. Il y a une réalité tout de même, on peut être positif. Il y a la réalité, mais je vais la présenter différemment. La réalité, je suis le président du jury du concours académique de recrutement des profs d'école. Donc je suis bien placé depuis 6 ans maintenant pour voir les évolutions. En effet, tout montre qu'on a un problème, notamment pour l'Académie de Versailles, à recruter des enseignants compte tenu de nos forts besoins. Pour autant, si les concours antérieurs, et vous savez qu'on en a eu 2 cette année, les concours anciennes formules ne nous permettaient pas d'avoir en effet autant de personnes que de places au concours, ce à quoi on assiste, c'est que sur le concours qui donne les stagiaires comme Emmanuel, on a eu une recrudescence importante de candidats. Ils sont plus jeunes, ils sont étudiants, et donc on a même pu compenser les places perdues au concours anciennes formules. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est quand on fait le tour des universités de notre ressort au sein de l'ESP, cette école, on s'aperçoit qu'en M1, qui destine au concours en fin de première année, on a 30% d'étudiants de plus cette année. Donc voilà, petit à petit, j'espère, on va regagner une attraction pour la profession. Donc il faut donner une image positive, c'était très bien pour ça le reportage. Donc pour conclure, la rentrée se passe bien. Pour moi, toujours. Parce que la première chose, c'est rester positif. Dans cette rentrée. C'est votre mot d'ordre. Merci Jean-Michel Coignard d'être venu en ce 2 septembre, jour de rentrée. Quant à nous, on va encore parler d'éducation. À présent, on va se pencher sur les compétences du département en la matière. Le président du Conseil général des Yvelines, Pierre Bédier, verrait d'un bon œil que la compétence des lycées soit transférée de la région au département. Les explications, c'est avec Catherine Zulato. En déplacement dans ce nouveau collège d'Achères, dans le nord du département, le président du Conseil général, Pierre Bédier, vient symboliquement signaler une fin, celle des collèges de plus de 1000 élèves. Il n'y en a plus, alors qu'ils étaient 18 il y a 30 ans. Ça voulait dire des classes surchargées, des équipements avec des préfabriqués dans les cours, etc. Donc ça y est, c'est fini, on aura mis 30 ans, grâce à la décentralisation. C'est d'ailleurs la décentralisation qui a réparti les compétences d'organisation. Aux communes, la charge des écoles, aux départements, les collèges et aux régions, les lycées. Une situation qui ne convient plus au président du Conseil général. Lui verrait d'un bon œil que cette compétence revienne au département et il ne prend pas de détour pour le dire. J'appelle de mes vœux que les lycées dépendent des départements. Ils seront mieux gérés. Je pense que tous les conseils régionaux gèrent mal et que c'est pas parce qu'il est socialiste qu'il gère mal, c'est parce que ça n'est pas à la bonne échelle. On ne sait pas qui est responsable. Et si vous allez voir un conseiller régional, il peut vous répondre « Ah mais c'est pas moi le responsable, c'est machin dans un autre département. » Et là, vous le connaissez pas.
Alors que votre conseiller général, quand vous allez le voir, il ne peut pas vous dire « Ah ben, vous n'êtes pas dans mon département ». Il est obligé de prendre en compte, comme le maire, ce qu'on vous dit. Ce que nous souhaitons, nous, en tant que professionnels de l'éducation nationale, en tant que recteurs, c'est qu'on puisse assurer au maximum les continuités et les articulations. Et donc d'avoir effectivement une collectivité responsable, une unique collectivité responsable d'un segment, c'est toujours très positif parce que ça permet effectivement de trouver les vraies continuités. Et on ne construit pas de la même manière quand on a école et collège ensemble ou collège et lycée en responsabilité. Pour le Conseil général, cela permettrait également que les collèges et les lycées soient au même niveau en termes d'équipement numérique. Tous les collèges du département bénéficient de cet outil. 6 établissements testent déjà les tablettes numériques. Les collèges sont largement en avance sur les lycées, estime Pierre Bédier. Une façon aussi pour le président du département de défendre l'institution Conseil général, alors qu'il y a quelques mois, le gouvernement annonçait sa volonté de les supprimer. La rentrée, c'est aussi au Conseil régional d'Île-de-France et l'ambiance y est plutôt tendue entre le président socialiste Jean-Paul Huchon et sa principale opposante UMP Valérie Pécresse. Cette dernière parle d'un désengagement massif de la région dans l'entretien et la création des lycées. Reportage. Candidate déjà en campagne pour les prochaines régionales, Valérie Pécresse, chef de file de l'opposition UMP, lance une nouvelle polémique. Elle accuse Jean-Paul Huchon de réduire ses investissements en faveur des lycées. Exemple, selon elle, la dépense par établissement francilien est passée de 1 330 € à 875 € entre 2008 et 2013. Dans la région la plus inégalitaire pour la jeunesse, Jean-Paul Huchon a fait le choix de baisser drastiquement les budgets des lycées. S'il n'y a qu'un seul chiffre à retenir, en 2010, il y avait une opération de rénovation-construction sur 2 qui était en retard. Eh bien, 4 ans plus tard, c'est 2 opérations sur 3. 52 chantiers en retard. Et c'est hallucinant de voir l'inertie de la région. Et de pointer dans les Yvelines 7 établissements en sureffectif et 21 chantiers en retard, de Morpas à Trappes en passant par Montigny, le Bretonneux. Compétence exclusive des régions, les lycées sont au nombre de 472 en Île-de-France. La majorité socialiste dit vouloir y consacrer plus de 2 milliards pour la construction et la rénovation sur la période 2012-2022 et balaye les accusations de sa rivale. On peut critiquer telle ou telle chose que nous faisons, mais encore faut-il ne pas mentir éhontément. Et c'est ce qu'elle fait. Et puis en plus en faisant de grosses erreurs. Si elle était plus souvent au conseil régional, elle verrait peut-être passer les dossiers et les décisions. Je crois qu'on peut dire maintenant que dans la plupart des lycées, il y a maintenant un niveau d'équipement, y compris informatique, qui est devenu très honorable, pour ne pas dire plus. Bataille de chiffres et petites phrases avant que ne commence la campagne des régionales. Ce sera a priori en décembre 2015, soit un report de plusieurs mois sur le calendrier électoral, mais qui doit encore être validé par le Sénat. Tourisme à présent et la saison estivale qui n'a pas été à la hauteur des attentes faute à une météo capricieuse. Comment les sites yvelinois ont réussi ou non à sortir leur épingle du jeu, de Thoiry à Versailles en passant par Saint-Quentin en Yvelines évidemment, Florane Parfait et William L. On a plutôt fait théâtre, cinéma, un peu dans la région parisienne. Donc on est resté sur Paris. Il a fallu attendre la rentrée scolaire pour enfin profiter du beau temps. La météo capricieuse a pesé sur le tourisme. Seuls 43% des professionnels jugent bonne l'activité touristique de cet été. Ici, à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, on dispose de multiples installations pour les activités sportives, mais cela n'a pas suffi pour conserver une bonne fréquentation pendant l'été. Jusqu'au mois de juin, on a eu une base de loisirs remplie, fidèle à elle-même. Par contre, à partir de juillet, c'est la catastrophe sur les activités comme pour la piscine, puisqu'on est à peu près à 40% de la fréquentation habituelle. Avec seulement 17 000 entrées enregistrées en juillet et août pour la piscine à vagues, c'est 50% de moins qu'en 2013. Même constat à Thoiry, où la pluie a aussi découragé les amoureux de la nature. On a perdu 6 ou 7% à Thoiry cette année du fait de la météo, en juillet et en août. Mai, juillet, août. Conséquence de ce temps maussade, l'affluence dans les musées du département qui, eux, ont enregistré des chiffres satisfaisants par rapport à 2013. Si on prend le château de Versailles, forcément, c'est différent du reste. Ce sont avant tout des touristes étrangers. Vous prenez les sites touristiques du département, c'est absolument l'inverse. C'est 85% des franciliens yvelinois. La saison n'est pas encore finie. Nombreux professionnels croient en l'été indien, annoncé à la rentrée, pour atteindre leurs prévisions.
Je vous rappelle l'information du jour, c'est la rentrée scolaire. 302 624 élèves dans le département cette année. Des problématiques de rythme scolaire ou encore d'accompagnement renforcé des élèves à gérer. L'une des nouveautés pour cette rentrée, c'est la mise en place des REP, plus les réseaux d'éducation prioritaire 2.0, nouvelle version. On écoute à ce sujet le recteur de Versailles. Les professeurs vont avoir un temps de service allégé pour pouvoir travailler entre eux, entre l'école et le collège, pour travailler sur des projets propres à l'école, propres au collège. Et ils vont avoir une formation renforcée pour effectivement, encore une fois, fluidifier ce qu'on appelle les parcours scolaires. Et si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition, l'entretien avec l'inspecteur de l'académie qui s'est déroulé au tout début du journal est à revoir dès à présent en replay sur notre site internet ainsi que l'ensemble des reportages de cette édition. Le journal qui revient demain, toujours en direct à 18h pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur notre antenne. C'est avec Catherine Zulato pour la reprise du 7-8 Société consacrée au rythme scolaire.